Salut à tous, nouvel épisode et aujourd'hui on attaque le volume 3 de la série Destin de guerre avec deux nouveaux personnages insolites et on commence tout de suite avec le premier d'entre eux. Pour le premier personnage du jour, on va évoquer le cas de Hans Scharff. Hans, comme son nom l'indique, il est allemand, il est né le 16 décembre 1907 à Rastenburg en Prusse orientale. Doté de connaissances dans le domaine du textile, c'est finalement dans la vente et l'exportation qu'il réalise ses études. À la fin des années 20, Hans Scharff vit à Johannesburg en Afrique du Sud, où il travaille pour l'entreprise automobile allemande Adler. Là-bas, il est promu et il y reste au final plus de 10 ans. Il y rencontre Margaret Strokes, une femme britannique sud-africaine, qu'il épouse et avec qui il aura 3 enfants. Lors de l'été 1939, la famille Scharff est en vacances en Allemagne. Sauf que l'été 1939, il se trouve que c'est le moment où la Seconde Guerre mondiale éclate. Très vite, les voyages sont suspendus et la famille Scharff se retrouve coincée en Allemagne. Hans trouve du travail à Berlin, mais très vite la guerre le rattrape et il est enrôlé dans la Wehrmacht. Après s'être entraîné durant 2 mois à Potsdam, sa destination est connue, pour lui ce sera le front de l'Est. Sauf que lorsqu'elle apprend la nouvelle, Margaret, sa femme, elle est furieuse. Elle parvient à entrer en contact avec un général allemand à Berlin, lui affirmant qu'ils sont en train de commettre une énorme bourde puisqu'ils s'apprêtent à envoyer un homme parlant couramment anglais servir comme simple soldat sur le front russe. Le général reconnaît que ce serait effectivement une bêtise et finalement, le jour même de son départ pour le front de l'Est, Hans est sauvé. Un télégramme vient en effet d'arriver au régiment ordonnant son transfert pour une compagnie d'interprètes. Interprète! 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 Après avoir effectué différents postes peu intéressants, il est finalement envoyé au centre d'interrogatoire de la Luftwaffe, l'armée de l'air allemande, à Oberursel, afin de servir d'interprète pour les interrogateurs. Le centre étant en effet spécialisé dans le traitement et l'interrogation des pilotes alliés faits prisonniers. Très vite, Hans Scharff est promu officier adjoint pour les interrogatoires. Il n'a pas reçu de formation, mais il observe énormément. À la fin de l'année 43, ses 2 supérieurs meurent dans un accident d'avion. Hans devient donc interrogateur en chef. Les interrogatoires commencent et très vite une tendance se dégage. Hans ne commet aucune violence physique, aucune atrocité. Ce qui, pour un interrogateur allemand, vous en conviendrez, peut sembler bizarre. C'est vrai que c'est curieux cette manie de pas vouloir torturer. Ça vient de quoi ça? Eh bien, ça vient du fait que Hans Scharff, il est contre la torture. Pour lui, on peut obtenir beaucoup d'informations avec de la patience et de la sympathie. Et en effet, sa méthode est plutôt déroutante. On menace le prisonnier que s'il ne livre pas des infos, il sera remis à la Gestapo. A l'inverse, si les prisonniers sont coopérants, ils seront bien traités. Scharff se présente ainsi comme une sorte d'allié aux yeux des prisonniers qui craignent la Gestapo, et ainsi leur peur s'estompe. C'est à ce moment précis où la confiance s'installe que Hans déballe alors le reste de sa panoplie. Pour rappel, Hans il parle couramment anglais, et de ce fait il connaît certaines coutumes. Il se permet de partager des blagues, des plats faits maison, de l'alcool, bref, une relation amicale se crée. Ils ont accès à toute forme de soins médicaux et certains prisonniers de renom ont même droit à des excursions à la piscine. Mais la méthode que préfère Scharff, c'est les balades. Il fait promettre aux prisonniers sur l'honneur qu'ils ne tenteront pas de s'évader et les emmène ensuite en promenade dans la nature. Il pousse le vice encore plus loin puisque durant ces promenades, il ne pose aucune question. Il préfère laisser les prisonniers profiter de l'instant, s'évader, enfin dans le bon sens du terme évidemment, et discuter de tout et de rien. Sauf que les prisonniers, pris de confiance et totalement apaisés, ne se rendent pas compte que par moments, ils divulguent des informations. À leurs yeux, elles semblent sans doute minimes, pourtant Hans retient absolument tout. Du coup, lorsque les vrais interrogatoires ont lieu, Scharff dispose de vastes dossiers d'informations. Il se charge alors de poser aux prisonniers des questions dont il connaît déjà la réponse, informant le prisonnier qu'il sait déjà tout sur lui, mais que les supérieurs ont besoin de les entendre dire de lui-même. Au bout d'un moment, Scharff glisse alors des questions dont cette fois-ci il n'a pas la réponse, et c'est alors que le prisonnier livre tout naturellement des informations, persuadé que Scharff les avait déjà aussi. Scharff obtient donc ainsi les renseignements dont il avait besoin, et ce, sans avoir eu recours à la violence. Tout ça, c'est passionnant. Et on a le droit à une glace à l'entracte? Par la suite, Hans tenait parole, plaçant les prisonniers dans des camps où ils seraient bien traités. Le comble, c'est qu'au final, avec ces méthodes, Scharff a été reconnu comme étant un des plus efficaces interrogateurs allemands. Beaucoup de prisonniers alliés seront passés devant lui et souligneront après la guerre les bons traitements qu'il leur réservait, le décrivant comme un Allemand qui torturait grâce à la gentillesse.
D'ailleurs, certains détenus resteront par la suite amis avec lui une fois la guerre terminée. Il faut savoir que les Américains ont eu beaucoup d'admiration pour les méthodes de Hans et qu'aujourd'hui, celles-ci sont encore enseignées aux États-Unis sous le nom de technique Scharf. En 1948, Hans s'est installé aux États-Unis où il a commencé à écrire ses mémoires. Un livre retraçant son histoire sortira d'ailleurs en 1978. Hans Scharf travaillera dans l'art et notamment la mosaïque jusqu'à sa mort en 1992. Pour le deuxième personnage du jour, on va évoquer le cas de John Clarence Woods. John est né le 5 juin 1911 dans le Kansas aux États-Unis. Après une enfance difficile, John s'enrôle dans l'US Navy avant d'en être finalement renvoyé à cause de troubles psychiques. D'après un rapport médical, ceci s'explique notamment par le fait qu'il a une tumeur cérébrale pour laquelle il refuse toute opération. Lorsque la guerre éclate, John travaille comme ouvrier constructeur. En 1943, il s'engage dans l'US Army et c'est donc tout naturellement qu'il rejoint les troupes du génie. Mais John C. Woods, en réalité, il est rapidement intéressé par une autre carrière au sein de l'US Army, celle de devenir bourreau. Et très rapidement, il y parvient. Il est promu sergent-chef et est envoyé en Angleterre où il exécute notamment une trentaine de GI américains coupables de meurtre et de viol en France en 1944. Parce que oui, les médias n'en parlent jamais, mais les Américains n'étaient pas que des gentils libérateurs. Bref, avec ses actions, John C. Woods devient le bourreau officiel de l'US Army. Et ça tombe bien parce que la fin de la guerre approche et après la guerre vient l'heure des jugements, notamment pour les vilains allemands. Nous, on est dans la liquidation de nazis. Et l'activité est en plein boom. Le 1er octobre 1946, après plus de 10 mois durant lesquels les principales têtes du régime nazi sont jugées, les procès de Nuremberg s'achèvent. 12 inculpés sont condamnés à mort, l'un d'entre eux par contumace, un autre d'entre eux, à savoir Göring, se suicide avant son exécution. Bref, au final, ce sont 10 hommes qui s'apprêtent à être pendus. Et vous l'aurez deviné, l'homme chargé de réaliser les exécutions n'est autre que John C. Woods. D'ailleurs, pour l'anecdote, plusieurs témoignages rapporteront que John a volontairement négligé les préparatifs de la trappe. Profondément anti-nazi, John ne supportait pas l'idée que ses clients aient le droit à une mort rapide par chute. Au lieu de ça, la plupart auront le droit à une longue et douloureuse strangulation. Peu de temps après, démobilisé, John se trouve sur l'atoll d'Enewetak dans le Pacifique le 21 juillet 1950 lorsqu'il subit un accident mortel par électrocution en procédant à des réparations. Voilà pour les personnages de ce volume 3 des Destins de guerre, j'espère que cela vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser vos commentaires, cela fait toujours plaisir et cela sert le référencement de la chaîne. Pensez à laisser un pouce, pensez à vous abonner, pensez à lâcher un don si le cœur vous en dit, on se retrouve prochainement pour un nouvel épisode, d'ici là, portez-vous bien.